Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Bluecast, un podcast créé avec des étudiants pour les étudiants. Aujourd'hui est un jour particulier car ce 9e épisode marque la fin de la première saison du Bluecast. Pour l'occasion, nous avons voulu mettre en lumière la Fédération des étudiants libéraux. Et qui de mieux pour en parler que ses présidents ? Je suis Eva et je suis accompagnée d'Adrien et Omer, tous deux anciens présidents de la FEL, ainsi que de Nathan, notre président actuel. Ils vont partager avec vous leur expérience et leur rôle au sein d'une organisation de jeunesse comme la nôtre. Alors bonjour à tous. Bonjour. Je vais d'abord vous demander de vous présenter un peu brièvement. Honneur à vous, maître. Merci Omer. D'abord, merci Eva et Nathan surtout pour l'invitation. Je m'appelle Adrien. J'ai été président de la FEL, je ne sais même plus en quelle année maintenant. 2019-2021 je crois. 2019 jusqu'à 2021, donc on est tombé dans les très charmantes années Covid. Que dire de plus ? Voilà, j'ai étudié le droit, maintenant je suis avocat. Voilà, je pense que c'est suffisant, non ? Ouais, j'imagine. Pour l'instant. Écoute, j'emboîte le pas. Moi, c'est Omer. Ça va être un peu plus facile. Donc moi, pour les dates, j'ai été président juste après Adrien de 2021 à 2023. J'ai perpétué la tradition Pironnet de briller 2 mandats, on va dire ça. Ensuite, au niveau des études, donc moi j'ai tout fait à l'ULB, un pur produit bruxellois, aussi bien le bachelier que le master. Et après mon master, donc j'ai prêté serment aussi en tant qu'avocat. Donc peut-être un peu pris exemple sur Maître Pironnet, faut peut-être imiter, je ne sais pas. Mais donc voilà, j'exerce en tant qu'avocat depuis tout récemment. Moi c'est Nathan. Déjà ça me fait bizarre de pas être la personne qui présente le podcast. Moi je suis président de la FEL depuis juillet 2024 et je suis encore pour le coup étudiant en sciences politiques à Saint-Louis. Donc on va tout doucement commencer par savoir d'où vient l'envie de s'engager. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit j'ai envie de m'engager ? Était-ce via une opportunité, par accident ou même par besoin ? Moi, si je dois essayer de mettre un moment à partir duquel je me suis dit il faut que je m'engage ou alors j'ai l'envie de m'engager, honnêtement j'arrive pas à en retrouver un en particulier. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui était latent en moi. J'avais certaines réactions par rapport aux ce que j'appelle les dysfonctionnements de la société, et donc je crois que c'est resté en moi. Et puis au bout d'un moment, dès que j'ai eu l'opportunité en fait de rejoindre un mouvement pareil pour la FEL, j'ai saisi l'opportunité. Je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle sans que j'ai vraiment un moment en particulier où je me dise ok, maintenant j'ai envie de faire ça, boum. Non, ça se fait très très naturellement, mais il y avait en tout cas une constante, c'était que je voulais absolument pas être parmi ces gens, on en connaît beaucoup trop, qui n'arrêtent pas de critiquer toute la journée ce qui se passe en politique, mais au final restent dans leur canapé. Ça je pouvais pas l'accepter. Un peu pareil aussi, j'ai pas vraiment de moment clé où je pourrais dire voilà, c'est à partir de ce moment-là. Ça a débuté en fait par de l'intérêt, déjà en secondaire où tu prends des nouvelles de ce qui se passe dans le monde, dans l'actualité. Je lisais les journaux quasi quotidiennement, ce que certains élèves en secondaire ne font pas. Donc là, il y avait déjà un certain intérêt. Suivre l'actualité, il y a eu mon cours de sciences sociales, donc j'avais une professeure qui me stimulait pas mal. Donc avec elle, il y avait quand même pas mal de débats. On pouvait discuter des sujets d'actualité et elle était d'une autre tendance que moi. Donc les débats étaient quand même assez intéressants. Et donc ça, je pense vraiment que ça m'a motivé. Puis je suis arrivé à l'université. À l'université, en fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est que tu as une association pour tout. Quel que soit ton centre d'intérêt, tu peux trouver chaussure à ton pied. Et ça, ça a commencé comme ça. J'ai assisté à une conférence, à une deuxième conférence. Puis de fil en aiguille, après la conférence, tu vas prendre un verre avec le staff ou les personnes qui organisent. Après ça, tu commences à intégrer le cercle, ici en l'occurrence. Et donc voilà, c'est step by step, mais c'est toujours, même pas du militantisme, c'était plutôt de l'intérêt au début. Et ensuite, à force de trouver un cercle avec qui tu peux échanger, tu peux discuter, même débattre, et que le feeling passe bien, petit à petit, je me suis retrouvé d'abord au cercle, ensuite à la FEL, et ensuite dans d'autres endroits également. Je pense que quand je vais donner ma réponse, Adrien va prendre un coup de vieux. Parce que donc... Mon engagement, ça a commencé au début du Covid, quand j'avais 16 ans. Et donc à ce moment-là, moi je me suis d'abord inscrit au MR. Je connaissais même pas l'existence des jeunes MR. Et ça vient d'un attrait pour la politique et la géopolitique depuis hyper longtemps, peut-être 2017 avec les élections françaises. Et puis j'ai un peu rien fait jusqu'à mon arrivée à l'UNIF. Et là, j'ai rencontré Mounia qui m'a montré l'ADEL et tout. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint la FEL avant de m'engager
aux Nations en tant que secpol et maintenant en tant que président. J'ai le droit d'ajouter une petite anecdote, genre je pop-up comme ça. Ouais. Bien sûr, vas-y. Et donc quand t'as parlé en fait du MR et donc c'est là où moi ça m'a rappelé un petit truc, c'est que avant même tout ce qui est FEL ou cercle à l'ULB, j'avais justement, comme je vous l'ai dit, cet intérêt. J'avais une certaine tendance, donc le MR, c'était un peu le parti, t'avais l'impression que c'était le seul parti. Et j'étais encore en fin secondaire, j'étais pas encore à l'UNIF, donc je me suis dit, ouais, je vais aller voir la petite page devenir membre. Et dans les conditions, je me rappelais pour devenir membre du parti, c'était adhérer aux valeurs, etc. Et moi, à ce moment-là, je m'étais dit, ouais, mais il y a quelques trucs avec lesquels je suis pas en accord. Est-ce que je coche la case et j'accepte ou pas? Et donc à ce moment-là, j'avais pas encore eu ma carte, loin de là. Et c'est justement en arrivant à l'ULB, en voyant quelque chose de, enfin voilà, c'est pas un parti politique, le cercle à l'ULB, la FEL ne l'est pas non plus, ça n'a pas la vocation à l'être un jour non plus. Je trouvais ça comme quelque chose de plus soft. Donc je me suis dit, ouais, ben là je vais commencer, et c'est là que je vais commencer à challenger mes idées, c'est là où je vais commencer à un petit peu débattre. Et c'est comme ça que j'ai d'abord rejoint la FEL via le cercle à l'ULB. Et ensuite, de fil en aiguille, oui, il y a un moment où tu franchis le cap, on y reviendra peut-être, en ayant envie de militer, etc. Il faut bien un moment prendre une carte de parti, je pense. Mais donc avant d'arriver à l'étape politique, ou en tout cas politisée, j'avais vu la FEL plutôt comme un rempart où voilà, ça me correspondait beaucoup plus. En tant qu'étudiant, là, je me voyais beaucoup plus. Et c'est ça qui a fait que j'ai débuté par la FEL. En tout cas, c'est une impression que moi j'ai eue direct, c'est que même si on n'est pas d'accord avec toutes les valeurs défendues par la FEL, toutes les prises de position, etc. qui sont faites, c'est beaucoup plus facile d'adhérer à la FEL, même si on n'est pas en accord avec 100% des trucs, parce que c'est plus facile de changer les valeurs qui sont défendues à la FEL que inversement, qui en fait représentent très fort les présidents des cercles et les présidents nationaux qui changent quasi chaque année. Quand vous aviez 18-20 ans, qu'est-ce qui vous indignait ou vous motivait le plus? Est-ce que c'est différent aujourd'hui, vu que vous avez véritablement commencé à vous engager à cet âge-là? Alors quelque chose qui m'indignait à l'époque et en fait qui m'indigne toujours aujourd'hui, c'est un petit peu un sujet, disons, ça peut être polémique, oui et non, c'est par rapport à cette disproportion qui existe entre les gens qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Pour être clair, voilà, j'ai quand même, dans mon enfance, j'ai passé beaucoup d'années chez mes grands-parents qui étaient indépendants, donc j'ai, disons, une certaine prédisposition aux valeurs de travail, de mérite, et donc par rapport à ça, je pense que directement, sans entrer dans le débat, je pense que ça saute aux yeux de tout le monde qu'il y a un problème entre les gens qui vont se lever tous les jours, aller travailler, machin bazar, et qui gagnent un salaire, comparativement à des gens qui, en fait, pour le moindre effort, vont gagner la même chose. Moi, ça m'a indigné très tôt de voir ce genre de situation-là, et je le suis encore plus aujourd'hui, maintenant que je travaille. Voilà, je pense que ça, c'est en tout cas une de mes thématiques favorites sur lesquelles je m'indigne. Moi, il n'y avait pas vraiment d'indignation. Je pense qu'à 18 ans, c'est compliqué d'être indigné sur ce genre de problématique. Et donc, c'est pas vraiment un sentiment ou je sais pas moi, quelque chose qui me révoltait. C'est plus quelque chose lié à moi et à ma nature. Moi, j'ai toujours voulu entreprendre. J'avais vraiment du mal avec la notion de non. Je ne veux pas ou je n'ose pas, je ne veux pas faire ça. Et c'est quelque chose qui me suit encore à l'heure actuelle. Quand on me propose quelque chose, j'ai du mal à dire non, j'ai du mal à fixer des barrières. Et c'est cette motivation-là qui a fait que je développais des idées d'entrepreneur ou d'entrepreneuriat. J'ai développé des idées de libre marché aussi. Donc quand on parlait d'économie et que je voyais des choses freiner l'économie ou le marché, je trouvais pas ça totalement logique. Mais il n'y avait pas encore un sentiment de haine, c'est trop fort, mais j'étais pas indigné par ces questions-là. Et donc, quand je suis arrivé à l'université, évidemment, il y a le fait d'étudier, mais si tu te limites juste à étudier à l'université, tu remplis peut-être sur tes 24 heures, tu remplis quoi, 4 heures, 5 heures de cours théoriques par jour, et à grand maximum. Et donc, je trouvais qu'il y avait encore beaucoup trop de temps à côté de ça à aller rentabiliser, je pense qu'on peut dire ça comme ça, si on voit ça comme l'invest, mais à côté de ça, il y avait du temps que tu pouvais consacrer à autre chose. Et voilà, au lieu de me dire, je consacrais ce temps-là à aller faire la fête ou quoi, je dis pas que je l'ai jamais fait, je pense que j'ai bien profité de mes années d'étudiant, mais je trouvais qu'il y avait du temps à consacrer à autre chose, et pas se dire, je suis simplement étudiant, je me limite à étudier, passer mes examens, profiter de ma jeunesse et basta. Et donc, voilà, c'est plutôt cette mentalité-là, moi, qui me motivait au day-to-day, et même à l'heure actuelle, qui a fait que, j'ai
j'ai combiné plusieurs choses. J'étais étudiant en même temps, j'avais d'autres postes. Je me suis engagé dans pas mal d'associations. Évidemment, ça rapporte pas de l'argent, mais ça te rapporte des soft skills, ça te rapporte d'autres trucs dont on parlera peut-être plus tard. Mais je pourrais pas dire non. À partir du moment où on me proposait de briguer un poste ou de m'intégrer ou de monter quelque chose, même au niveau universitaire, au niveau étudiant, là j'étais partant et voilà, ça c'est un défaut pour certains qui me suivent toujours. C'est quand est-ce que tu vas savoir dire non ou mettre ta limite. Moi, j'ai envie de dire que quand j'avais 18-20 ans, ça remontait il y a 4 mois, mais... Non, mais... Tous les 20 ans. Mais moi, ce que je trouvais horrible, c'est j'étais dans une école en plein cœur de Bruxelles qui était un peu fort de gauche. Bah moi, j'étais un peu le droitard de l'école et j'étais avec ceux qui étaient en option art, donc vraiment bien à gauche. C'était impossible d'avoir une autre vision politique que la leur, donc un truc très de gauche, très wokiste. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'a indigné où je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas envie de rentrer dans leur jeu, de me dire ce que je pense est moins bon que leur pensée à eux. Et donc je me suis dit que fallait que je m'implique et que je fasse entendre ma voix. Je dis pas qu'aujourd'hui j'y suis arrivé, mais en tout cas c'est ce dont j'avais envie à 18-20 ans. Et même si ça ne remonte pas à il y a une vingtaine d'années, selon vous, est-ce plus difficile ou, à contrario, plus facile de s'engager politiquement aujourd'hui, en 2025, par rapport à votre époque étudiant ? Et pourquoi ? En tout cas, dans les moyens, disons, technologiques, si on peut dire, c'est beaucoup plus facile maintenant de s'impliquer, puisque, comme disait Omer, il suffit d'ouvrir la page internet d'un parti politique, d'un mouvement, et puis hop, on coche 2-3 cases, et puis c'est tout. On a rejoint, mais je crois que ce qui, en tout cas, freine le plus l'engagement maintenant, c'est, comment dire, cette stigmatisation, ce ressenti, en fait, simplement par le fait qu'on se revendique libéral ou on se revendique autre chose. C'est déjà quelque chose qui, moi, pour revenir, pour rigoler un petit peu avec Nathan, moi, quand j'ai rejoint le MR en 2015, oui, voilà, ça remonte. J'avais à peu près aussi les 16-17 ans. Bien, déjà, à ce moment-là, c'était le moment du gouvernement Michel. Déjà là, c'était un truc incroyable. Waouh, les libéraux qui vont avec la NVA, etc., etc., les grands méchants. Vraiment le grand méchant loup qui allait dévorer tout le monde. On se faisait déjà passer pour les méchants, mais il n'y avait pas tout ce qu'il y a, disons, j'ai l'impression aujourd'hui, avec tout ce qui est de cette stigmatisation de les libéraux sont des fachos, etc., où là, j'avais vraiment l'impression qu'avec les réseaux sociaux, on progresse dans ces problèmes-là, dans cette stigmatisation, et au final, j'ai l'impression que là, c'est vraiment exacerbé, quoi. Il n'y a pas moyen de se dire libéral, et en tout cas, d'avoir un minimum d'échange avec quelqu'un sans être traité de facho. Voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est un énorme frein, par exemple, à l'engagement étudiant. C'était déjà un frein avant, mais là, je pense qu'on arrive quand même à des sommets. Oui, enfin, je te rejoins un petit peu là-dessus. Je pense qu'au niveau de l'engagement, en tout cas sur les formalités, quasi rien à faire. C'est 2 cases à cocher et 3 lignes à remplir. Je pense que c'est plus facile. On a beaucoup plus accès à l'information aussi à partir du moment où des cercles organisent des events ou que ce soit d'autres associations ou d'autres organismes qui organisent des events. Il y en a en fait quasi tous les jours. Il suffit de voir un petit peu les pages internet. Et encore une fois, il y a on peut trouver chaussure à son pied en fonction de son sujet. Donc il n'y a pas spécialement que de la politique, ou en tout cas pas que de la politique libérale. Ça, c'est une chose. Par contre, on est dans un monde, comme Adrien le dit, binaire. Je pense que ça c'est quand même fort remarqué à l'ULB. Enfin, moi, je parle toujours de l'ULB parce que ça a quand même une place assez particulière dans mon cœur. Mais en plus de ça, c'est la seule réalité que j'ai connue, on va dire ça comme ça. C'est le seul campus que j'ai connu. Le cercle des étudiants libéraux était ce qu'il était, enfin il est toujours ce qu'il est. On avait une certaine image de personnes de droite, mais pas du tout de facho ou quoi que ce soit quand moi j'étais encore au cercle à ce moment-là. À la limite, ce que tu pouvais entendre, c'était oui, des enfants de privilégiés ou que sais-je, des choses un peu plus classiques, on va dire ça comme ça. Ensuite, je sais pas, les médias ou peut-être certaines prises de position qui dépassaient le cadre de la FEL, mais qui étaient vraiment du monde politique, faisait que on a commencé à catégoriser. La droite c'était d'office des fachos, ou la droite c'était d'office des racistes ou ce genre de choses. Et quand t'en arrivais à entendre ce genre de raccourci, tu te dis ouais mais Coco, je pense vraiment que moi je suis raciste, je pense vraiment que moi je suis facho. Non, il y avait vraiment plus de place à cette nuance. Et ce qui moi
me motivait en fait au début à m'engager, c'était justement d'autres questions qui étaient beaucoup plus peut-être économiques, qui étaient beaucoup un peu de social aussi. Mais ces questions-là ont été en fait totalement bafouées et ont été mis de côté pour se résumer à des prises de position de personnes qui ne dépendent même pas de notre structure, qui n'ont même pas le monopole du libéralisme, on va se le dire honnêtement. Mais donc ce raccourci était quand même assez vite fait. Et ça, je pense que c'était... Allez, tu le vis de plus en plus mal, surtout quand tu as 18-20 ans et que tu te dis ouais, ben moi j'ai envie d'aller débattre un petit peu, etc. Et on te traite de facho. Ensuite, bah, je sais pas, on va peut-être faire un post sur ton nom et maintenant les mouvements de foule, bah, ça va un peu vite avec tout ce qui est Instagram, Facebook, etc. Donc tu es d'office catégorisé et pour le peu que bah il y a un petit groupe de militants qui ne pensent pas comme toi et qui veuillent t'afficher, bah, on peut te nuire assez facilement aussi. Donc ça existe aussi bien pour la droite que pour la gauche. Je pense que ça existe pour tout le monde. C'est juste que bah, les médias, il y a le côté positif, mais il y a aussi le côté négatif. La chose qui pour moi la chose qui freine le plus, c'est juste qu'il y a plus de place à la nuance et au débat. Et ça, je trouve que c'est facile de s'engager, mais est-ce que ça donne toujours envie de s'engager? Ça, c'est la question. Je pense que ma réponse va être assez courte parce que j'ai pas envie de répéter ce qu'ont dit Adrien et Omer parce que c'est la même chose. Je crois que c'est peut-être encore plus exacerbé aujourd'hui, mais en fait les gens ont peur du regard et de l'image qu'ils vont donner aux autres. Le fait qu'on les insulte de facho ou un truc comme ça une fois sur leur année, pour eux c'est horrible, c'est la fin du monde, alors qu'en fait on s'en fout de ce que les gens pensent. À la FEL, je crois pas qu'il y ait un seul facho, et si on a un, qu'il fasse attention à lui parce qu'on va le virer. Mais et donc voilà, on n'est pas du tout un mouvement de facho et c'est surtout à l'ULB où c'est devenu impossible de s'engager. Dès que le CELULB met des affiches, elles sont retirées dans le quart d'heure. Oui, c'est ça, les affiches, elles ne tiennent même pas 1 heure sur le campus, ou alors on retrouve des photos des gens de gauche qui postent des photos sur Facebook avec nos affiches en essayant de nous tacler. Au final, ça fait juste de la visibilité gratuite pour les événements, on préfère le prendre comme ça. Mais c'est vrai que de se prendre, je vais pas dire des insultes non plus, mais parfois ça va jusque-là. À longueur de temps, ça devient pénible à la longue, et c'est compréhensible que ça freine certains à vouloir s'engager. Je rebondis là-dessus, moi quand j'ai dit que je voulais m'engager d'abord dans une structure comme la FEL ou le Cercle et que c'était un peu moins sérieux que de la politique, c'était justement pour éviter tout ce genre de choses ou tout ce genre de débat ou de confrontation un peu malsaine. Et en fait, je sais pas, les réseaux, ça j'en suis quasi convaincu, mais les réseaux ont fait que ceux qui étaient dans cette petite arène, on va dire ça comme ça, que sont les assos politisés, ont voulu jouer dans la cour des grands. Et donc on ramène un petit peu les confrontations, les problèmes et tout ce qu'il y a de toxique et de mauvais, je pense, dans la vraie politique, ou en tout cas dans les instances supérieures, au niveau des jeunes et au niveau des jeunes étudiants surtout, parce que si tu veux faire de la politique en étant jeune, il y a d'autres cercles, enfin il y a les jeunesses politiques, et cette espèce de safe zone d'associations politisées qui était la FEL et qui était d'autres associations, d'autres tendances politiques, au final on devient un petit peu, enfin on essaie de nous mettre dans la même arène que ces jeunesses politiques, et c'est pour moi ça la plus grosse perte des assos telles que la FEL ou les semblables. Maintenant, on va passer à l'engagement politique étudiant et les opportunités concrètes qui peuvent en découler. En quoi votre parcours d'engagement politique en tant qu'étudiant vous a préparé à vos carrières professionnelles? Ma question s'adresse surtout du coup à Omer et à Adrien, vu que vous êtes tous les deux avocats. Qu'est-ce qui a été bénéfique et quelles compétences justement vous avez acquis en militant depuis toutes ces années, entre guillemets? Oui, tu peux commencer, c'est compliqué. Mais moi j'ai une anecdote qui me vient en tête. Je pense que si vous fouillez, enfin il faut pas fouiller bien loin, on s'entend bien, mais si vous allez sur le site de le Facebook ou Insta de la FEL, il y a une vidéo de Adrien et moi. C'était je pense ton interview au Parc Royal. Oui, c'était celui-là, mais en fait maintenant que j'y repense, je sais pas si c'est dans cette interview ou c'était dans une autre, on demandait est-ce que tu te vois plutôt avocat, parce qu'on était déjà engagé dans les études de droit. Ouais. Est-ce que tu te vois plutôt grand avocat ou grand politique? Je ne connais plus ta réponse, mais moi la mienne à ce moment-là avait été grand politique. Et je vous avoue que si je devais refaire cette interview-là, j'hésiterais pas à dire l'inverse, mais pas une seule seconde. Je pense que quand on était engagé, on avait quand même on était engagé parce qu'on était embarqué dans notre idée, on prenait énormément de plaisir, mais une fois que tout ça s'estompe, vraiment une fois que tout ça s'estompe, tes années d'études, moi je me suis engagé vers la fin de ma bachelier, début de master. Une fois que tu arrives vers la fin de ta master et que les opportunités professionnelles prennent le dessus, tu te rends compte qu'en fait il n'y a pas que la politique, et en fait c'est juste que la politique à ce moment-là me permettait de m'épanouir, me permettait de développer d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, je voulais entreprendre des choses, et c'était ça qui faisait que j'étais à mon summum à ce moment-là. Et vers la fin de la master, c'est le droit qui prenait le dessus. Et donc tout ça pour vous dire que est-ce que la FEL m'a aidé à être là où je suis aujourd'hui? Je pense bien. Ça, je pense qu'il y a
aucun débat là-dessus. Les présidences, ça Adrien le dira et Nathan aussi peut-être, mais chaque présidence laisse un petit peu sa marque. Et je pense que les events que tu organises, les conférences que tu organises, ça dépend aussi du président, en tout cas de l'input que tu donnes. Et moi, il y avait quand même pas mal au niveau juridique, peut-être pas trop, et puis même à chaque conférence est un peu juridique aussi au niveau de la FEL, mais il y a aussi pas mal du monde financier. Et donc moi, je sais que via ces choses que j'organisais à la FEL, c'est pas une honte de le dire, tu gagnais des contacts, tu gagnais des personnes de contact, et avec ces personnes-là, tu discutais, ça te motivait peut-être à une opportunité professionnelle. Et donc moi, mes premiers stages sont arrivés comme ça. Mes premiers stages sont arrivés en discutant avec des intervenants de la FEL, en discutant avec des personnes avec qui j'étais en contact pour organiser des events ou des prises de position. Et je sais que ça a influencé le début, je vais pas dire de ma carrière, mais de mon parcours professionnel. Et de fil en aiguille, de stage en stage, tu commences à faire ton petit bout de chemin. Je pense que oui, la carrière d'avocat, c'est un peu une carrière toute tracée. Quand tu fais du droit, c'est un peu la voie l'autoroute, on va dire ça comme ça. C'est le truc le plus simple, tu réfléchis pas trop. Mais la matière que tu vas exercer, l'endroit où tu vas exercer aussi, que ce soit un cabinet ou si tu veux être juriste d'entreprise, peut être influencé par tes stages. Et là, la FEL a quand même, en tout cas, voilà, les choses que j'ai organisées à travers la FEL ont quand même laissé une grosse empreinte sur mon parcours professionnel, on va dire ça comme ça. Mais pour rebondir sur ce qu'Omer a dit, avec cette fameuse question de politique ou la carrière d'avocat, en tout cas la carrière de droit, je revois exactement ma réponse. J'avais dit que le choix de la raison, c'était la carrière du droit parce que, voilà, entre guillemets, ça ne nécessite que d'avoir son diplôme et après c'est sur les compétences. Tandis que le choix plutôt du cœur, qui serait assez, oui, disons, c'est quelque chose pour lequel je suis très intéressé. Je ne sais pas si on peut encore parler de passion aujourd'hui, mais c'était la politique, puisque fatalement, là, on ne dépend pas seulement du choix de l'électeur, mais aussi de toute cette machine de partis qui, en fait, fait une présélection en interne. Mais si je dois retenir, en tout cas, bref, ma parenthèse étant terminée, si je dois retenir quelque chose qui a été bénéfique, c'est que déjà avant, disons quand j'étais étudiant et engagé, j'avais toujours cette idée que la politique, ça devait être quelque chose pour lequel on s'engage, mais ça devait pas être une activité principale. Ça devait être, disons, une manière justement de s'investir dans la société en fonction de ce qu'on y recherche, etc. Et en fait, je trouve ça de plus en plus important, en fait, au fur et à mesure. Tous les jours, j'y repense et tous les jours, ça me renforce dans cette idée que finalement, ouais, c'est très important que, en tout cas, nos politiciens aient un pied dans la vie civile. Sinon, après, on se retrouve avec des Jean-François Copé qui vont aller vous dire un pain au chocolat qui coûte 10-15 centimes en boulangerie. Enfin, voilà, ça c'est un peu l'exemple, disons l'exemple type, mais je pense que c'est une des choses, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et notamment sur ça, et après sur les skills, honnêtement, il y en a beaucoup que j'ai travaillé, mais je crois que j'ai travaillé de manière assez égoïste quand même, puisque je pense qu'on était tous engagés parce qu'on cherche quelque chose, on veut, voilà, soit comme dit Omer, rencontrer des gens, avoir des opportunités. Ça, évidemment, je suis le premier à en avoir bénéficié aussi. Je pense que moi, personnellement, ce que je cherchais le plus, c'était un peu plus de, développement personnel du genre, voilà, par exemple, l'écriture, c'est quelque chose où j'avais quand même des prédispositions. C'est un truc en tout cas une compétence dans laquelle je m'en sortais déjà, mais je voulais travailler encore plus sur ça. Donc j'ai écrit plein d'articles dans le Blue Line. Voilà, en revanche, les choses où prise de parole en public, j'étais absolument terrifié. Je veux dire, j'ai eu beaucoup d'occasions avec la FEL de pouvoir travailler sur ça. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis pas terrifié à l'idée de venir devant un micro, mais en tout cas ça va déjà mieux. Et voilà, c'est des choses qui m'aident par exemple dans la vie pro, mais aussi dans la vie privée. Donc absolument pas de regrets, mais on pourrait passer vraiment des heures et des heures à dire ce que ça nous a apporté et les implications dans la vie pro et privée. Peut-être aussi juste sur le rôle précis du président d'une nation. Là, je pense que ça ramène encore énormément d'autres skills. Parce que, on va pas se mentir, une fois que tu es président au niveau national, il y a tellement d'autres choses qui passent avant. C'est plus du tout le fait de faire des activités, c'est plus du tout le fait de s'occuper d'une page Instagram ou d'organiser une réunion comme on pourrait le faire au cercle.
il y a aussi l'aspect humain, l'aspect équipe, support qui rentre en jeu. Donc la FEL est quand même une assez belle structure qui emploie des personnes. Et donc le fait d'être avec ces personnes-là au day-to-day, enfin toi t'es là, t'es étudiant à l'université, tous les jours tu communiques avec des personnes qui travaillent, eux c'est leur métier, ils ont leur salaire en fin de mois. Donc il y a tout plein d'autres choses qui rentrent en jeu et qui t'amènent une certaine maturité. Et je trouve que ça concerne quasi exclusivement que le président, mais c'est quand même une chance, encore une fois, que la FEL t'offre, que l'association, parce que la FEL n'est pas du tout la seule association employée des personnes, mais c'est vraiment quelque chose qu'on t'offre et on te dit, ben voilà, toi maintenant tu as été élu, on te donne ces clés-là en main, à toi d'en faire ce que tu veux, mais n'oublie pas... On devrait peut-être le dire avant d'être élu, on devrait peut-être le former un petit peu avant d'être élu en tant que président, mais n'oublie pas que des personnes dépendent aussi de tes décisions et de tes actions pendant 1 an, le temps de ton mandat. Et ça, je pense que c'est quand même assez important. Heureusement, en tout cas, je parle pour la FEL, les présidents jusqu'à aujourd'hui l'ont assez bien réalisé, ont assez bien géré ça, mais ça peut être dangereux, ça peut être dévastateur pour 3 personnes dont la vie dépend. 4 maintenant. Ben voilà, la FEL prospère. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est un petit peu drôle, mais je crois que ça arrive partout. C'est que mon prédécesseur avait déjà dit, quand j'ai été élu, il m'a dit la présidence, c'est pas ce que tu crois. Et sur ce moment-là, on se dit un petit peu qu'est-ce que c'est que ce vieux con qui me donne des leçons, il s'en va, bah ok, c'est bon. Et puis après, je peux vous dire, quand on arrive au bout du mandat, et même à partir de plusieurs mois, on se dit ah ouais, en fait, il n'y a pas que les aspects bureau politique et des choses comme ça, il y a tous les aspects commerce à soulever, vraiment administration d'une ASBL et la gestion des personnes qui y travaillent. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte des obligations, vraiment. C'est vrai, hein, parce que quand pendant les débats présidentiels entre Diego et Muñoz, donc à la fin du mandat d'Homer, et même entre Diego et moi, à chaque fois, ce qui ressortait, c'était bah oui, mais en fait, sans avoir été administrateur, on se rend pas vraiment bien compte du rôle de président, et c'est totalement vrai. On se dit ah ben oui, ok, mais en fait ils en font toute une histoire, mais en fait pas du tout. Déjà tous les jours, on communique avec le staff. En fait, gérer une ASBL, c'est comme gérer une petite entreprise. Finalement, la FEL, c'est quand même 4 employés. Il y a des bureaux, il y a les comptes aussi à gérer. Donc au final, ça apprend à gérer une équipe, à vraiment être manager. On minimise, c'est peut-être parce qu'on est avocat, mais il y a aussi une question de responsabilité. Je trouve qu'on prend un peu à la légère. Des fois, oui, moi je me présente en tant qu'administrateur. J'ai l'impression que c'est juste je me présente à un poste et l'année prochaine, je peux mettre ça sur LinkedIn ou que sais-je. Mais quand ça se limite, parce que pour l'avoir fait aussi, quand ça se limite à une assoce étudiante, à l'ULB ou que sais-je, qui n'emploie personne, c'est juste des bénévoles qui sont là autour de la table, qui se réunissent toutes les semaines. La dynamique est déjà différente. Ici, en plus de ça, la FEL, bénéficie de subsides. Donc, il y a quand même une sécurité en plus à adopter sans être sensibilisé à tout ça. Quand le président sortant ou l'administrateur sortant te dit ouais mais Coco fais attention quand même, c'est quand même un truc sérieux. On te prend un peu comme pour le vieux con en mode mais pourquoi il vient me faire la leçon celui-là, pourquoi il pense que je suis pas capable ou quoi, je vaux mieux que lui. Et moi à son âge ou à sa place, 1 an avant, je faisais beaucoup mieux, je faisais beaucoup plus d'events que lui, qu'est-ce qu'il vient me raconter. Mais c'est en sortant qu'on réalise aussi toute la responsabilité que ça implique. Et encore une fois, j'ai eu la chance que tout ce soit bien passé sous mon mandat. Je sais que ça a été le cas avant moi aussi, et c'est tout ce qu'on souhaite en fait pour la suite des mandats. On le rappelle, on le dit de manière un peu forcée des fois, et les gens le prennent mal, mais c'est parce qu'il y a quand même un intérêt derrière, et il y a quand même quelque chose qu'on souhaite éviter. Oui, je suis complètement d'accord. Donc, vous avez dû endosser pas mal de responsabilités en tant que président, ou que vous endossez toujours, vu Nathan. Quelle a été la plus grosse claque que vous soyez prise en tant qu'étudiant engagé, surtout en tant que président? Ou à l'inverse, quel succès vous avez vous dire que vous avez eu raison de vous engager là-dedans? Je vais peut-être commencer. C'est pas vraiment une claque, mais c'est la fois où j'étais le plus dépité, on va dire ça comme ça. C'est j'organisais un event, ça va peut-être, je sais pas si ça va en parler à certains. C'était sur la crypto-monnaie, et donc c'était quand même un event à ce moment-là. Tous les jeunes parlaient de crypto, tatati tatata, et donc ça vendait du rêve, on va dire ça comme ça. On prévoyait un auditoire rempli, et un des 3 intervenants le jour même annule. Vraiment le jour même, mais genre sans possibilité de trouver un terrain d'accord, un petit accord ou que sais-je, et il dit voilà, je suis vraiment désolé. Et cet event-là, vraiment, je l'avais conçu de A à Z, évidemment j'ai été aidé, mais tu mets ça en pied de A à Z, tu sais qu'un auditoire à l'ULB va être rempli, beaucoup de gens, c'est quand même un réel succès, et le jour même tu te manges ça, tu te dis oh putain, mais donc, on va dire que j'ai pleuré, loin de là, mais allez, la douleur que ça a procuré, là c'était quand même assez intense, c'était chiant, t'étais démoralisé, dégoûté. Évidemment, ensuite, on a pu remédier à ça
Et on l'a remis sur pied quelques temps après, avec le même succès, je pense. Mais manger ce message-là, à ce moment-là, ça laisse une petite trace quand même. Ben, Omer, pour continuer dans les, dans les claques, je me souviens honnêtement, il y a quelque chose qui me revient tout de suite en tête. On était en plein blocus, mais fatalement pendant les années Covid. Et donc ça faisait déjà ça tâtonnait quand même un petit peu sur qu'est-ce qu'on allait avoir comme examen, etc., etc. Je pense que tout le monde était vraiment dans le questionnement total. C'était la zone d'ombre et c'était également la zone d'ombre pour la FEL puisque la majorité de nos activités qui se font sur les campus ne pouvaient plus se faire. Donc il a fallu, disons, se réinventer assez rapidement, essayer de trouver des moyens de continuer à faire vivre la FEL, de garder l'intérêt des membres tout en permettant de garder la visibilité dehors. Et alors, on avait, si je me souviens bien, on avait essayé de récolter les points de vue des membres sur un sujet déterminé. Et l'idée, ça avait été, voilà, puisqu'il fallait trouver des moyens de faire un peu de communication, on avait partagé ces différentes préoccupations sur un sujet sur les réseaux sociaux. Et alors, je pense que c'est le jour même, alors que je suis en plein blocus chez moi, je vois encore le numéro de téléphone d'un ministre qui passe sur mon téléphone. Je vous disais que j'étais terrifié devant le micro, mais quand vous recevez ce genre d'appel, vous n'êtes pas bien. Et de fait, je me suis ramassé un de ces savons parce que justement, c'était pris comme, disons, comment dire, une attaque par rapport à ce que ce ministre faisait, à ses compétences, etc. Alors que moi, je ne faisais que de relier, en tout cas, disons, c'était à la limite, tendre une perche au ministre en disant, voilà un sujet qui intéresse les étudiants, ils ont des questions, des préoccupations, coup de coude, allez-y, répondez, quoi. Et je me suis ramassé un de ces savons pas possible. C'était vraiment horrible. Et comment ça s'est résolu, en fait, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'émotion parce que, voilà, l'appel s'est terminé, puis 30 minutes après, un truc comme ça, toujours le même ministre qui rappelle. Et puis là, c'était vraiment apaisé, en fait. D'un coup, cette personne était totalement apaisée. Et en fait, ça s'est passé différemment en mode ah oui mais ok on peut prévoir une réponse etc comme ça voilà on communique tous les deux ce qui se passe etc et c'est win-win mais en attendant je me suis ramassé une de ces claques incroyables comme ça à l'autre bout du téléphone c'est vraiment quelque chose, enfin c'est pas quelque chose qui m'a marqué en tant que tel mais je veux dire que maintenant quand on pense aux claques évidemment on a tous eu le problème comme Omer d'un intervenant qui le jour même annule et des choses comme ça, c'est pas plaisant, mais ici je pense que j'avais ça qui me restait en tête. Après, voilà, moi, à l'inverse, les gros succès, ce que j'ai toujours bien aimé avec la FEL, Nathan en parlera peut-être, hein, mais cette idée de faire de la FEL un syndicat étudiant, chaque année ça revient, je crois. Eh bien, voilà, moi j'ai toujours considéré que la FEL c'était un petit peu, j'ai pas envie de donner la comparaison avec un lobby, mais disons le travail se fait de manière beaucoup plus en backstage, où justement, par exemple, avec Omer était là aussi quand la députée Stéphanie Cortis nous a invités pour discuter de la réforme du décret paysage, etc., notre point de vue sur l'enseignement supérieur. Voilà, c'était clairement c'est ce genre de choses moi que je trouve qui sont des succès parce que on peut réfléchir en BP, etc., avoir des points de vue, et puis après il y a vraiment des députés qui sont intéressés par la question et puis qui viennent nous demander notre point de vue. Après, je ne sais pas ce qu'ils en font exactement, si ça a été utilisé ou pas, mais en tout cas, sur le moment, voilà, moi je trouve que c'est quand même une trop chouette expérience. Honnêtement, je préfère qu'il y ait des conséquences réelles à nos actions, à nos prises de position, que d'aller dans la rue et brandir une pancarte, ok, faire de la communication, avoir full like, mais après, quel résultat est-ce qu'on en tire ça, j'en sais rien, j'ai pas de conviction. Dans les points positifs, je vais peut-être continuer avec ça. Moi, c'était vraiment... Adrien avait commencé à entreprendre ça, et ça, j'aimais beaucoup. C'est que le F de FEL, fédération, on est censé être tous une seule et grande famille. Certains n'aiment pas le mot famille, mais en tout cas, une seule et grande institution ou organisation. Mais on avait l'impression, et moi, c'est ce que j'avais au début, quand je m'ai engagé au niveau du cercle, c'était vraiment la fédé, mais c'est vraiment aussi les cercles, de manière individuelle. Donc, chaque cercle a un peu son propre mode de fonctionnement. Il n'y avait pas vraiment cette espèce d'unicité nationale ou en Belgique francophone, on va dire ça comme ça. Et ça a commencé avec Adrien. Je dis pas que les autres présidents ne le faisaient pas avant, mais je sais qu'il y a eu quand même un travail là-dessus. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ça continue. Donc la FEL mélange beaucoup ces différentes sections.
c'est pas le but premier de la FEL, quoique ça fait aussi partie de faire vivre ces différentes sections. Mais le fait de mélanger ces différentes villes, ces différents étudiants, les uns vont chez les autres, on organise des events en commun, on fait des week-ends ensemble, et mélanger tous ces petits groupes, pour moi, ça a été quand même un réel succès. Allez, c'était de l'organisation interne, mais je trouve que ça joue quand même pas mal sur la dynamique en interne. Moi, j'ai pas eu vraiment de vraie claque et j'y réfléchissais pendant que... Pas encore, mais j'espère ne pas en avoir de trop grosses en tout cas. J'y réfléchissais pendant que Omer et Adrien parlaient. Et en fait, c'est vrai que l'année dernière, en tant que secrétaire politique, j'avais écrit une prise de position qui expliquait qu'on n'était pas d'accord avec une position qu'avait tenue Berthiaud, à l'époque ministre de l'Enseignement supérieur. Donc par courtoisie, elle avait été approuvée par le BP, etc. Et donc par courtoisie, on l'avait envoyée au cabinet. Bon, bah voilà, on va envoyer ça. Je m'étais chopé un appel du chef cab qui m'avait engueulé pendant 35 minutes pour au final dire oui, on va inviter la FEL à discuter, etc. Donc ne sortez pas la prise de position. Je suis pas sûr que mon prédécesseur ait été invité. Mais donc ça, c'est peut-être la plus grosse claque. Et ouais, ça réveille. Hein. Ça fait pas du bien. Et alors, en plus grande réussite, sans hésiter, ça pour le coup, c'est les 50 ans de la FEL, vu que j'ai eu la chance que ça tombe sous mon mandat. Tous autour de la table, on était présents, et on peut tous attester, je pense que c'était vraiment une réussite. Et ce qui était cool, c'est de voir plusieurs générations. Il y avait quand même 4 ou 5 générations de présidents de la FEL qui étaient présents. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Il y avait des gens avec qui je m'entends pas spécialement très bien, mais qui étaient là. Et finalement, j'avais un peu l'impression que c'était une bulle temporelle où tout le monde était quand même content d'être là. On se retrouvait et tout s'est très bien passé. Ça, y a rien à dire. La FEL, ça marque. Hein. Donc, quand tu consacres quand même pas mal de temps, tu consacres en général un minimum. Si t'as fini président de la FEL, je pense que tu y as consacré facilement 2-3 ans, pas plus. Et donc, le fait de consacrer autant de temps à une organisation, accorder autant d'autant de stress, autant je sais pas comment dire ça, mais au final, ça porte une place particulière quand même aussi. Et quand tu vois qu'il y a les 50 ans et que tout le monde est invité, tu te dis, j'ai aussi contribué un petit peu, pas à l'organisation évidemment, mais j'ai aussi contribué à ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et ça, c'est de manière totalement hypocrite, hein, mais chaque président, je pense, le pense aussi un petit peu et l'a pensé, je pense, ce jour-là. Je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de nos questions. Donc, pour clôturer vraiment en un mot, quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui hésite encore à franchir le pas ? Jamais dire non, hein. Comme j'avais commencé cette interview, faut pas se fixer des limites. Et moi, j'ai vraiment un problème avec ça, cette espèce de limite qu'on se fixe ou les plafonds de verre. C'est un peu trop idéaliste, mais j'ai toujours estimé que si on dit non parce qu'on estime qu'on n'est pas assez compétent ou que sais-je, ou parce qu'on n'a pas assez les qualités requises, mais il y a aussi une part de responsabilité personnelle. J'ai essayé de dire, en tout cas, le moins possible non, parce que des fois, il faut dire non, mais en tout cas, le moins possible, et au pire des cas, t'as passé 2, 3, 5, 6 mois à t'engager, ça t'a pas plu, next step, tu vois, donc voilà, essayez, et en tout cas, essayez tant que c'est possible, essayez tant qu'on en a l'occasion. Moi, honnêtement, je rejoins totalement Omer sur le point de vue. Et d'ailleurs, il y a toujours je garde ça en tête, c'est Nicolas Sarkozy qui disait on a beaucoup plus de regrets à ne pas tenter quelque chose qu'à échouer. Et je crois qu'ici, on peut être d'accord pour dire ça, c'est que voilà, on peut essayer pendant plusieurs mois, rentrer dans une assoce ou quelque chose. Ok, après, on peut faire le bilan. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça nous a plu? Est-ce qu'on en a retiré quelque chose? Et puis, si on arrête, on arrête, mais au moins, on l'aura fait. Moi, c'est une phrase de Michel Blanc dans Les Bronzés qui dit « Vas-y, fonce !» Et sur un malentendu, ça peut fonctionner. Et si le malentendu ne fonctionne pas, faut un peu forcer le malentendu. Je pense qu'on a tous des parcours différents. Et au final, on est tous heureux de ce qu'on a fait. J'ai pas rencontré une seule personne à la FEL qui dit « Ah ouais, j'ai passé 2 ans à FEL, ça a été les pires années de ma vie. » Non, parce qu'ils sont déjà partis. Voilà, c'est ça. Mais donc, au pire, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours On peut toujours faire machine arrière. Ouais, vous pouvez toujours faire machine arrière, ça vous engage à rien. Par contre, si vraiment vous devenez actif et que ça vous plaît, je pense que ça va rendre vos années étudiantes plus gaies.
Je terminerai peut-être juste par ça, sorry, vraiment. C'est, comme tu l'as dit, étudiant, le mot bien exploiter le E de FEL. En fait, il faut garder en tête quand nous sommes en fait des étudiants. On est au tout début. On va même pas parler de carrière encore. On est en train de construire le début de notre carrière. On est en train de faire en sorte de pouvoir avoir une carrière. Et donc, ramener tous les combats ou encore une fois, le côté néfaste, toxique de la vraie politique à ce stade d'étudiant, il faut à tout prix éviter ça. Donc, tu fonces et t'essayes, de garder en tête, t'es étudiant, t'es là pour prendre du plaisir, prendre du bon temps, débattre, mais en ayant ce pare-feu par rapport à ce qui est à l'arène, ce qui se rapporte à l'arène supérieure, on va dire ça comme ça. Mais voilà, donc gardez en tête le E de FEL. On va conclure sur cette note positive. Donc un grand merci à vous trois pour votre présence et merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. À toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, nous vous remercions pour votre fidélité tout au long de cette saison. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de la Fédération des étudiants libéraux et à nous partager votre avis. À très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.